Notre recherche, monsieur, s'est axée sur trois questions principales. Nous avons mis en question les employeurs, c'est-à-dire les promoteurs de ces écoles privées, procèdent-ils à l'immatriculation des salariés, c'est-à-dire les enseignants? Et la deuxième question, c'est quelles sont les incidences de l'inobservation de cette obligation? Enfin, quelles sont les approches de solutions susceptibles d'améliorer la prise en charge de ces enseignants? Afin de répondre à ces questions de recherche, nous avons émis, Monsieur le Président, Monsieur les membres du jury, trois hypothèses. La première hypothèse consiste la plupart des promoteurs des écoles privées n'immatriculent pas leurs enseignants aux fins d'une protection sociale effective. L'inobservation de cette obligation par les promoteurs expose les enseignants aux risques professionnels et les place dans une sorte de précarité. Enfin, la solution à la non-prise en charge de ces enseignants passe par l'application stricte de la législation sociale en faveur des salariés. Après avoir présenté les éléments de notre introduction, nous allons passer au cadre conceptuel. Il s'agit de définir les concepts importants, genre les points importants de notre travail. Il s'agit de la protection sociale, une école privée, la CNSS, l'immatriculation et les risques sociaux. Monsieur le Président, Monsieur les membres du jury, nous entendons par protection sociale tous les mécanismes de prévoyance collective qui permettent aux individus ou aux ménages de faire face financièrement aux conséquences des risques sociaux. Une école privée est une institution éducative financée et gérée par des entités privées telles que des organisations religieuses, des entreprises, des groupes communautaires ou des individus. S'agissant de la Caisse nationale de sécurité sociale, on cite la CNSS, c'est une institution publique autonome responsable de la protection sociale des employés. Elle gère trois branches. Et au sujet de l'immatriculation, c'est le processus par lequel un employeur inscrit ses employés auprès de l'organisme de sécurité sociale. Enfin, les risques sociaux font référence aux événements ou aux situations négatives qui peuvent affecter le bien-être social et économique d'une personne ou d'une communauté. Quel est que comprend le système congolais de la sécurité sociale et quels sont les risques que couvre le système de protection sociale? Le système congolais de sécurité sociale est deux régimes à savoir. Le régime des travailleurs indépendants et le régime de retraite des fonctionnaires. Ce qui nous a intéressé, c'est le régime des travailleurs indépendants. Concernant les risques couverts par le système de protection sociale, il s'agit des soins médicaux, des indemnités de maladie, des prestations de chômage, des prestations de vieillesse, des prestations de survie, des prestations de maternité, des prestations de et des prestations en cas d'accident de travail. Quelles sont ainsi les missions de la CNSS et comment elles sont? Les missions de la CNSS visent à assurer la sécurité aux travailleurs du secteur privé. Ainsi, la CNSS est financée par diverses ressources précisées à l'article 17 du Code du travail. Après avoir présenté le cadre conceptuel de notre étude, nous voilà au cadre institutionnel de notre étude. Premièrement, nous allons aborder la localisation des écoles privées. En effet, on trouve les écoles privées dans tous les quartiers de Brazzaville, réparties en trois circonscriptions. Nous avons la circonscription de Brazzaville Nord, la circonscription de Brazzaville et la circonscription de Brazzaville Sud. Il s'agit des établissements scolaires implantés dans les grandes avenues, dans les quartiers périphériques de la ville et au centre des quartiers où l'influence est assez forte. Monsieur le Président, Monsieur le membres du jury, comment fonctionnent ces établissements? Le fonctionnement d'une école suppose un certain nombre d'agents chargés d'animer les structures et d'évaluer, d'encadrer le personnel évoluant dans celle-ci.
Dans une école primaire, nous avons un directeur adjoint, une secrétaire, une gestionnaire, ainsi qu'un conseiller pédagogique. Le cycle primaire possède des enseignants spécifiques du point de vue du travail et de l'appellation. Par ailleurs, il travaille de 7h à 12h, de 7h30 à 12h30 le matin, ou de 12h à 17h et de 12h30 à 17h30 l'après-midi pour les classes à mi-temps du lundi à vendredi. Quel est le statut juridique des écoles privées ainsi que celui des promoteurs? L'établissement d'enseignement privé est celui dont le promoteur est une personne physique ou morale de droit privé qui dispense des formations. Ces établissements d'enseignement sont répartis en 3 catégories. Nous avons les établissements conventionnés de type 1, les établissements conventionnés de type 2 et les établissements non conventionnés qui ont fait l'objet de notre étude. S'agissant du statut juridique des promoteurs, au sens de l'article 3 du Code du travail, toute personne physique ou morale, publique ou privée, employant un ou plusieurs travailleurs, au sens de l'article 2, est considérée comme constituant une entreprise et est soumise aux dispositions visant les employeurs. Et enfin, quel est le statut juridique du personnel enseignant? En effet, le personnel est l'ensemble des personnes physiques employées dans une entreprise, un établissement ou une administration. Au sens de l'article 2 du Code de travail, on distingue les agents contractuels, les vacataires, les temporaires et les prestataires. Dans les écoles privées, ce sont les promoteurs qui donnent du travail au personnel. Ce personnel est constitué des enseignants qui ont le rôle de faire acquérir aux élèves le savoir-faire et le savoir-être. Et un personnel administratif composé des secrétaires, des surveillants, etc. Après avoir présenté le cadre conceptuel de notre étude, voici la méthodologie de collecte des données. Parmi les méthodes utilisées, nous avons la recherche documentaire, l'entretien et le questionnaire. La recherche documentaire nous a permis de consulter certains documents, tels que les ouvrages, les articles sur Internet et les mémoires. L'entretien, elle a complété la première et elle nous a permis de nous entretenir avec les promoteurs des écoles pour obtenir des informations qualitatives. Et quant au questionnaire, il nous a permis d'obtenir auprès des enseignants de ces écoles des informations quantitatives. Concernant la méthodologie d'analyse des données, nous nous sommes appuyés sur 2 approches d'analyse. Nous avons l'approche d'analyse descriptive et l'approche d'analyse explicative. L'approche d'analyse de ces écoles, de lire les ouvrages et d'autres documents. L'approche d'analyse explicative nous a permis de comprendre le concept de protection sociale. Enfin, voici présenter la première partie de notre étude. Concernant la deuxième partie, je vais passer la parole à Madame Dijé Moukaki qui fera la présentation de la deuxième partie. Monsieur le Président du jury, Monsieur les membres du distingués invités, nous vous présentons les résultats auxquels nous avons abouti. Voici les tableaux les plus pertinents de notre étude. Comme l'a dit tantôt Roland, nous avons fait notre étude par rapport à l'approche qualitative issue des entretiens des promoteurs des écoles privées et l'approche quantitative issue au questionnaire des enseignants de ces écoles privées. Et donc, nous remarquons que quand nous voyons notre approche qualitative, c'est ce tableau nous dit que les promoteurs ne prennent pas en charge les salariés. En fait, dans le sens où ils ne sont pas immatriculés, ils ne sont pas enregistrés. Et donc,
ce qui impacte sur le travail des enseignants. Et chaque fois qu'il y a un cas de risques sociaux, les promoteurs, pour d'autres promoteurs, ils encouragent en fait les salariés à adhérer des mutuelles, ce qu'on appelle traditionnellement les municipalités, qui a une forme de protection sociale efficace pour une forme de protection sociale traditionnelle. Et pour d'autres employeurs qui aident leurs enseignants dans une forme, je dirais, d'humanisme, qui les aide chaque fois quand il y a un risque social, en un cas de maladie ou un accident de travail, tout de suite après, à la prochaine feuille, ils retirent de l'argent au salarié. Et donc, voici donc le tableau par rapport à ce que je venais de dire. Donc, les promoteurs et les salariés. Ces résultats que nous avons développés par rapport aux entretiens avec les promoteurs des écoles privées et l'approche quantitative donnée par rapport aux informations que nous avons obtenues des enseignants des écoles privées et des enseignants, 126 enseignants des écoles privées. Voici le nos principaux résultats de l'approche qualitative. Nous avons constaté que l'opération administrative qui consiste à immatriculer des enseignants est largement négligée par les promoteurs des écoles privées et l'obligation d'affiliation aux assurances sociales du régime de la protection sociale n'est pas respectée. Et ensuite, la prise en charge des salariés est aléatoire et ils sont soumis au volontariat. L'approche quantitative nous démontre que l'enregistrement des salariés n'est pas réalisé, les risques sociaux est laissé à la charge des enseignants eux-mêmes, comme je venais de le dire tantôt, et l'absence de la communication sur les avantages sociaux entraîne une méconnaissance des avantages proposés par la CNCS. Parce qu'il y a des enseignants que nous avons rencontrés. Quand nous avons parlé de la CNCS, d'autres ne savaient même pas ce que voulait dire la CNCS. D'autres, par contre, savaient que la CNCS était une forme de protection sociale, mais ils ne connaissaient pas ses avantages. Qu'est-ce que la CNCS pouvait les protéger? Et par contre, il y a d'autres qui pensent que la CNCS doit aller vers le nôtre, c'est à la CNCS de les enregistrer. Ils ne savent pas que ce sont les promoteurs qui doivent aller les enregistrer au niveau de la CNCS. À la suite de ces analyses de l'enquête, nous avons repéré certaines tendances. Il y a des problèmes liés à l'organisation et à la gestion des écoles privées. Il y a des problèmes liés aux compétences et au comportement des acteurs. Et ces problèmes-là nous ont permis d'identifier des problèmes liés aux institutions qui sont des actions de l'inspection du travail. Parce que nous avons constaté que l'inspection du travail ne fait pas des descentes au niveau des écoles privées. Donc les promoteurs, ils ont pas laissé aller et ils font ce qu'ils veulent de leurs enseignants. Nous avons aussi des actions de la CNCS et du régime fiscal qui sont dans le même lot. Et pour d'autres, quand ils arrivent dans les écoles privées, il n'y a pas de communication entre ces institutions. Ils ne travaillent pas en relation, en combination. Nous avons ensuite les problèmes liés aux acteurs et aux secteurs qui sont donc les employeurs et les employés. Et donc, au niveau des institutions, nous avons ensuite pensé à proposer nos suggestions pour essayer d'améliorer, d'apporter un petit plus par rapport à la vie professionnelle des enseignants de ces écoles privées. Au niveau des institutions, nous avons suggéré qu'il faut encourager le dialogue et la mise en place des mesures de suivi et de contrôle pour garantir une protection sociale adéquate.
des enseignants des écoles privées, tout en conditionnant leur agrément et financement à cette exigence. Au niveau des employeurs, nous avons pensé qu'il faut sensibiliser les propriétaires et les gestionnaires de ces écoles privées à l'importance de la protection sociale. Parce que s'ils comprennent quelle est l'importance de la protection sociale, ils penseraient peut-être à l'immatriculer, à enregistrer leurs enseignants, leurs employés. Nous avons pensé qu'il faut aussi garantir des salaires décents avec une couverture sociale intégrée dans les contrats de travail. Les promoteurs ne font pas signer des contrats de travail aux enseignants. Les contrats de travail sont faits de façon verbale. Et donc, ils sont renouvelables à chaque année. Ça commence au début de l'année scolaire et ça continue à la fin de l'année scolaire. Donc, du coup, ces enseignants-là, face à la façon dont ils sont traités, ils n'ont pas de preuves pour aller se plaindre, soit au tribunal du travail pour dire qu'il y a des failles dans leur forme de contrat de travail. Et au niveau des employés, nous avons pensé qu'il faut organiser des campagnes de sensibilisation pour informer les enseignants de leurs droits en matière de protection sociale. Il y a des enseignants qui ne savent pas qu'ils peuvent bénéficier de la protection sociale. Donc ils sont à la tête, surtout que la plupart sont des jeunes. Et du coup, ils sont allés au niveau de l'enseignement par rapport à la situation du pays parce qu'il est besoin de travail. Et donc, ils ont accepté à aller travailler. Et maintenant, comme ils ne connaissent pas leurs droits, les enseignants font de ce qu'ils veulent. Et du coup, ils n'ont pas le courage, ils n'ont pas la force d'aller se plaindre, ce soit pour améliorer leur situation. Ce que je viens de dire, notre étude nous a permis de mettre en lumière les défis significatifs auxquels sont confrontés les enseignants disciplinaires des écoles privées de la circonscription de la en matière de protection sociale. Les objectifs fixés nous ont permis d'identifier les lacunes dans la prise en charge du personnel et de proposer des solutions pour une application effective de la protection sociale. Les hypothèses que nous allons soulever les avons recueillies par rapport aux données que nous avons faites. Donné que nous ont dit que la majorité des promoteurs ne procèdent pas à l'immatriculation de leurs enseignants, ce qui entrave l'accès à une protection sociale adéquate. Cette négligence expose les enseignants à des risques professionnels qui les plongent dans une précarité inacceptable. Et nous avons aussi proposé la solution réside dans l'application stricte de la législation sociale, garantissant ainsi les droits des salariés. Et pour avancer, pour qu'il y ait changement, il est impératif que les autorités compétentes, en collaboration avec ces établissements privés, prennent des mesures concrètes pour renforcer le cadre législatif et veiller à son application rigoureuse. Il faut sensibiliser les promoteurs des écoles privées à l'importance de l'immatriculation de leurs enseignants. Mettre en place des mécanismes de contrôle et de sanctions pour les établissements récalcitrants. Il faut offrir des formations et des ateliers aux enseignants sur les droits et les moyens de les faire valoir. Nous avons pensé qu'il faut investir dans la protection sociale des enseignants parce que cet investissement est pour l'avenir. Ça sera dans l'avenir pour de l'éducation de l'avenir, par extension dans le progrès social et économique du pays. Il est temps d'agir pour les enseignants qui travaillent dans des conditions de sécurité dignes et sécurisées, propices à l'épanouissement des générations futures. Monsieur le Président du jury, Monsieur les membres du jury, distingués invités, nous vous remercions pour votre témoignage. On veut la lumière.
Bien, mesdames, nous venons d'entendre votre présentation. Comme le rituel de cette cérémonie de soutenance, je passe la parole à mon collègue Jean-Thomas Oudou, qui nous a accompagnés dans la préparation de ce travail. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir accordé la parole. J'ai effectivement eu en charge le suivi des impétrants. Je dirais que nous avons travaillé dans de très bonnes conditions, dans la mesure où les deux impétrants ont été assidus au rendez-vous. Parce que généralement, il y a un suivi, il y a une fiche de suivi, et la fiche de suivi fait état de ce que les rendez-vous étaient suivis. Par ailleurs, les échanges ont été fructueux entre les deux impétrants, parce qu'effectivement, ils ont été sur le terrain. Ils ont été sur le terrain et ont senti scruter tous les problèmes y afférents. Alors, donc j'ai été satisfait de leur comportement. S'agissant du thème proprement dit, nous avons là un thème très important. Parce que aujourd'hui, il est avéré que les écoles privées ont tendance à négliger leurs salariés sur le plan de la protection sociale. Alors que d'une manière, alors que sur le plan national, sur le plan international, sur le plan national, il y a des textes qui enjoignent les États de protéger leurs salariés et leurs familles. En fait, notamment l'article, la norme 102 de la sécurité sociale enjoint tous les États de protéger la famille, les travailleurs, leurs familles et toute la population contre les risques sociaux. Donc nous sommes là dans un cadre juridique réglementé. Malheureusement, les employeurs ne respectent pas ce cadre juridique. Parce qu'ils ont tendance à croire qu'ils sont dans l'informel. Nous ne sommes pas ici dans un secteur informel, nous sommes plutôt dans le secteur formel. Et le code est le salarié. Alors, donc, à part d'une enquête sur le terrain, les impétrants ont fait des recherches pour aboutir à certaines conclusions qui prouvent que les employeurs ne matriculent pas leurs salariés. Et cela, pour des raisons, pour certaines raisons. Alors, ces raisons vont du fait que dans le secteur privé, il règne un certain paternalisme. Les salariés qui sont recrutés dans le secteur privé sont pour la plupart des parents qui n'arrivent pas à faire preuve de leurs droits. Alors que la sécurité sociale enjoint également, quand l'employeur ne matricule pas, le salarié peut se présenter à la sécurité sociale pour son immatriculation au bout d'un mois. À la suite du contrat, si le salarié n'a pas, l'employeur n'a pas immatriculé le salarié, celui-ci peut faire sa déclaration lui-même. Bien. Alors, qu'est-ce qu'il en est des résultats obtenus? Je crois que ce travail, c'est un travail très intéressant. Il est d'autant plus intéressant que il ressort toutes les entraves qu'il y a dans le cheminement il ressort toutes les entraves qu'il y a dans l'immatriculation et l'enregistrement des salariés. Bien, alors, donc je ne veux pas m'étaler sur ce qui a été déjà démontré, mais pour ma part, je crois que ce travail ressort
des éléments très importants. Un, les normes académiques ont été respectées. Il y a bien un contexte, des objectifs et une problématique. Donc les normes académiques sont respectées et puis il est bien présenté. Il est lisible, il y a très peu de fautes. Donc pour toutes ces raisons, je crois que c'est un travail recevable. J'en ai terminé. Bien, mesdames, vous avez entendu les observations de votre directeur qui ne vous a pas posé de questions. Pour poser une question, je peux poser des questions. Alors, j'ai des questions à poser. Alors, ma question est celle-ci. Parce qu'il faut que dans le texte, vous parlez de que les enseignants ne connaissent pas leur droit. Ça me paraît un peu paradoxal parce que nous sommes quand même dans un secteur où quand on dit les enseignants ne s'immatriculent pas parce qu'ils ignorent leurs droits. Alors, est-ce que vous êtes sûr que c'est la raison fondamentale qui fasse que les enseignants ne s'immatriculent pas? La méconnaissance de leurs droits, est-ce que c'est la raison fondamentale? Est-ce qu'il n'y a pas une autre raison supposée? Voilà. Autre question. Est-ce que vous avez atteint vos objectifs? Voilà, Monsieur le Président, Monsieur le membre du jury, les deux questions que vous avez à poser. Voilà, mesdames, je vous laisse vous concerter pour nous apporter des éléments de réponse à cette question à ces deux questions posées par votre directeur de recherche. Voilà, je réitère ma question. Vous dites que les enseignants ne s'immatriculent pas parce qu'ils ignorent leurs droits. Ce qui me paraît paradoxal pour ce secteur. Alors, est-ce que vous pensez que c'est la raison fondamentale? C'est ma première question. Ma deuxième question, celle-ci. Est-ce que vous avez atteint vos objectifs? Voilà les deux questions. On vous écoute. Merci, Monsieur le Président. Concernant la question à savoir sur les raisons fondamentales, si les enseignants ne s'immatriculent pas. En effet, après lors de notre entretien avec le responsable de la CNCS, il nous a fait savoir qu'il y a d'autres promoteurs qui ne veulent pas immatriculer leurs enseignants. Il y a d'autres qui immatriculent mais qui ne versent pas, qui ne font pas leur versement. Et de ce fait, si ces salariés avaient la connaissance de l'obligation, parce que dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, il y a un contrat signalématique, les deux parties ont leurs obligations. L'employé a ses obligations et l'employeur aussi a ses obligations. Et parmi les obligations de l'employeur, c'est de veiller aussi au bien-être de ses salariés, de faire en sorte qu'ils puissent travailler dans les bonnes conditions. Et parmi les bonnes conditions aussi, on voit la protection sociale de ces enseignants. Donc, si ces enseignants avaient connaissance de l'obligation qu'ils soient protégés par la CNCF, ils pouvaient tous venir informer les agents de la CNCF du fait qu'ils ne soient pas informés
De ce fait, les agents de la SNCF peuvent faire leur descente pour interpeller le promoteur ou les agents de la direction de travail. Au fond, les promoteurs sont tout puissants. Et aucun moyen de coercition létale de tâcher sur eux. C'est ça. Voilà donc les gens. Moi je crois que ce qui est fondamental, c'est la peur du chômage. Vous savez, nous sommes dans un milieu où les promoteurs sont plus puissants. Nous sommes dans un milieu où les promoteurs sont plus puissants. Et non seulement il n'y a pas de contrat de travail écrit, c'est oral, donc les salariés ont peur de revendiquer. Pour preuve, il y avait des syndicats dans ce secteur. Donc les gens ont peur de revendiquer leurs droits. En fait, ils les connaissent bien. Ils ne connaissent pas ces droits-là, mais ils ont peur de revendiquer parce qu'ils peuvent se faire renvoyer toujours au lendemain. Donc ils peuvent se faire licencier toujours au lendemain. Donc en fait, c'est la peur du chômage qui les empêche de revendiquer leurs droits. Donc il faut soulever cet aspect. Dans le dossier de l'agrément, c'est pas prévu l'immatriculation des enseignants, des personnels. Donc le ministère est complice alors. Le MEFSA est complice. Il apporte des agréments à des gens, à des promoteurs qui ne remplissent pas la condition d'immatriculation des enseignants. C'est ça. Donc le ministère est complice. C'est ça. Ok. Bien, ben, je vais passer la parole à... Ah oui, la deuxième question. Chers députés, nous pensons que nous avons atteint nos objectifs. Pourquoi? Parce qu'en arrivant sur le terrain, la plupart des enseignants ignoraient qu'ils devaient signer un contrat. Mais en discutant avec eux, ils ont compris que leur contrat devait être écrit. Que ça soit déterminé, mais qu'ils devaient avoir une preuve qu'ils ont signé des contrats, ça ne devait pas être verbal. Et aussi, pour ceux qui ne connaissaient pas réellement la protection sociale, nous avons, en les abordant, nous avons fait comme une forme de sensibilisation. Parce que nous les avons informés et par rapport aux questions qu'ils nous ont posées, ils ont compris qu'il fallait justement qu'ils soient immatriculés au niveau de la CNCS, qu'ils soient enregistrés par les promoteurs. Et pour d'autres, ils ont compris à quel point leurs promoteurs étaient injustes avec eux, surtout pour les jeunes. Parce que la plupart des enseignants des écoles privées sont des jeunes. Donc c'est par rapport à tout ça que nous pensons que nous avons atteint notre objectif. Bien, mais je vais passer la parole à cette Je suis le président du jury, le membre du jury, chers collègues. Merci de m'avoir accordé la parole pour donner mon appréciation sur ce travail. Mesdames, je vais jouer le gouvernement. Donc, n'ayez pas peur, c'est pour améliorer le travail. Vous avez compris? Ah ouais, il ne faut pas stresser parce que je vous vois déjà là. Monsieur Edouard prend la parole. Bien, alors donc, j'ai parcouru ce travail avec une attention soutenue. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous constatons que dans notre pays, c'est le secteur de l'enseignement qui offre des emplois aux jeunes diplômés. Les diplômés sans emploi, et voilà, l'enseignement, la santé, voilà les deux secteurs qui concourent effectivement aux emplois des diplômés sans emploi. Alors, je pense que, comme l'a su dire leur directeur de recherche, effectivement,
ils ont observé, elles ont observé les recommandations du guide de rédaction d'un mémoire à l'extérieur. Il y a 2 parties. Chaque partie est subdivisée en 2 chapitres et je constate que les 2 parties sont équilibrées. La première partie porte sur 20 pages, la deuxième sur 22. Et donc, je pense que c'est équilibré. Il y a effectivement des informations au sujet de la protection sociale des enseignants qui œuvrent dans les établissements privés de la circonscription de Brazzaville Nord. Mais je veux regarder si est-ce que les informations sont bien agencées, est-ce que voilà, c'est ça mon travail. Alors, comprenez que je vais commencer à dire pour ma part que votre étude est incomplète. Tout à l'heure, la première raison a été abordée. Il y a donc 2 protagonistes, l'employeur et l'employé. Et vous allez vous interroger l'employeur qui se bat avec son employé. Et vous vous arrêtez là. Qu'est-ce que le promoteur de l'école va vous dire sur la protection sociale de l'enseignant? Absolument rien. Donc il a fallu approfondir la recherche en interrogeant 2 acteurs clés. L'inspection du travail, puisque vous l'avez souligné, qui font des descentes, ils constatent certaines infractions, mais l'inspection ne dit rien. N'est-ce pas? Deuxième acteur, le MEMSA, le président du jury avait même dit que le MEMSA est complice. Puisqu'il y a une direction là-bas centrale qui examine les dossiers d'agrément des établissements. Vous comprenez? Donc pour moi, j'ai encore ma soif de connaître ce que les 2 acteurs-là pensent de l'inobservation des règles relatives à la protection sociale par les employeurs. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'il faut parler de la circonscription scolaire, hein, pas administrative. Parce que là, c'est le fait, vous avez dit, la circonscription de Brazzaville Nord, non, scolaire. Mais vous ne l'avez pas écrit. Vous n'avez pas dit, elle commence où, elle s'arrête où, elle comprend comme l'établissement privé, et non, parler plutôt de tous les établissements de la ville de Brazzaville. Je crois qu'on l'entend en profondeur, je vais vous... voilà. Ça va? Bien. Je continue. Alors donc je rentre dans votre mémoire. Ce que j'ai dit, c'est vrai, effectivement. Alors, quand je regarde dans les petites fautes là, les remerciements, ça sort, je sors. Le niveau de remerciements là, c'est le même problème. Je tiens. Première personne, j'en parle parce que le président lui est très regardant sur ça. Hein. Je tiens. Première personne, n'est-ce pas non? C'est lui, non? Il vous dit non. Je tiens à remercier non. Vous avez dit je tiens. C'est pas non? À la fin, vous dites quoi? Toute personne ayant contribué de près ou de loin à l'élaboration de ce modeste travail. C'est une phrase. C'est pas une phrase. Il faut dire ça. La présente phrase, sujet, verbe, complément. C'est là la phrase. Bon, abréviation, vous avez écrit ministère de l'enseignement primaire et secondaire. Et voilà, c'est ça. Bon, le résumé, j'ai fait de l'observation. Alors, introduction. Le premier paragraphe, qu'est-ce que vous écrivez?
vous voyez que moi je suis juriste. Donc, quand je vois certaines choses, j'ai le regard d'un juriste. Vous avez écrit quoi? Que la sécurité sociale dans notre pays, vous avez dit qu'il existe sur le plan national des textes. C'est ce qu'on l'avait dit. Et quand je vois les textes que vous venez de citer là, ce ne sont pas des textes nationaux. Parce que je vois aussi là, la Convention de l'Organisation internationale du travail. Je vois le BIT. C'est pas national. Moi, vous savez que moi, à la manière sur le plan national, il y a eu certains textes internationaux qui ont été ratifiés. En ce moment-là, les textes ont leur place. Sur le plan national, il existe des instruments juridiques internationaux que, et donc ici, on a dit, sur le plan national, que le paragraphe qui vient dire en République du Congo. Le plan national, là, c'est où? En RDC. C'est en République du Congo, non? Vous dites encore en République du Congo. Qu'est-ce que c'est ça? Ce ne sont pas des Congolaises. Alors, l'objectif. Bon, ça, là, vous avez écrit les enseignements du sous-secteur. Vous n'avez pas précisé c'est quel secteur? Hein? Ah, voilà. L'objectif principal. Vous avez écrit spécifiquement sur les enseignants. Ensuite, l'objectif général visé par cette étude est d'examiner l'application de la législation sociale aux fins de la protection sociale des enseignants, c'est pas primaire, vraiment pas fait. Des établissements publics. C'est l'objectif. Vous avez dit des établissements, non, pas des établissements publics, n'est-ce pas? Alors, la revue de la couverture, je vois un auteur ici, pas de référence. Je vais m'encadrer, je dis qu'est-ce qui se passe? Malunga, la page, vous avez votre mémoire? Page 3. Vous dites Malunga, dans son étude, déplore les mauvaises conditions de travail dans les écoles privées, y compris une observation du décret, je ne sais pas quoi, du 15 avril, ça n'a pas d'année. Année, 15 avril, relatif aux normes applicables dans les écoles privées, conditions de travail. Alors, la question que je vous pose, quel lien faites-vous entre les conditions de travail et la protection sociale? Ça, c'est la première question. Vous faites quel lien? Puisque son étude a porté sur les conditions de travail. Vous, votre étude porte sur la protection sociale. Il y a quel lien? Est-ce qu'ils ne sont pas réguliers parce que les conditions de travail ne sont pas bonnes? En tout cas, vous allez le dire. Première question. Alors, vous dites, d'une manière générale, de tous ces travaux, axés sur la protection sociale des travailleurs salariés, question. C'est qui un travailleur salarié? Est-ce qu'il y a une différence entre un travailleur, un salarié et un travailleur salarié? C'est une question. Vous avez dit travailleur salarié. Ça veut dire qu'on donne un travailleur salarié à un autre travailleur. Je veux voir si vous avez creusé. Effectivement, il existe. Moi, je voudrais que vous me dites, vous, ce travailleur-là, comment on l'appelle? C'est bon? Alors donc, le travailleur salarié qui joue le rôle capital dans une
activité professionnelle n'est pas suffisamment prise en charge. Tu commences ça. Est-ce qu'ici, il s'agit de la prise en charge du salarié ou de la protection sociale? Alors, les hypothèses, la troisième hypothèse, la solution à la prise en charge de ces enseignants passe par l'application effective. Moi, je me dis que depuis que les écoles privées existent là, au sortir de la conférence nationale, je n'étais pas encore bien. Je vous dis la vérité, en 91. Moi, j'ai fait la conférence nationale. Jusqu'à ce jour, ces écoles privées existent. Et vous avez constaté que tous les enseignants ne sont pas immatriculés, malgré les descentes effectuées par les inspecteurs du travail. Et vous pensez que qui va appliquer l'application effective là relèvera de qui? Moi, j'aurais souhaité que vous parliez de l'application des sanctions. Je préfère. Si le ministère constate que ces enseignants ne sont pas immatriculés, la sanction, soit le retrait provisoire d'agrément, voilà. Sinon, il n'y aura pas qui va appliquer. Oui, tout à l'heure, vous avez dit que c'est un contrat synalagmatique, attention. C'est un contrat synalagmatique entre l'enseignant et l'employeur. C'est vrai. Mais moi, je dis que c'est un contrat d'adhésion. Vous savez pourquoi? Mais parce que ces enseignants, les pauvres, ils sont obligés d'adhérer à ce qu'on les présente. Et celui qui offre l'emploi économiquement le plus fort. Vous comprenez? Oui, le contrat c'est la moitié, vous faites des obligations réciproques et indépendantes dans les parties. Et là, c'est un contrat d'adhésion. Vous comprenez? Alors donc, sur la forme à la page 6, vous voyez, il y a 3 types, mesdames, j'ai toujours dit, le chauffeur, avant de virer à gauche ou à droite, doit clignoter. Vous prenez 3 titres, vous les déposez comme ça là. Madame Kewanzo, Madame Msoukina. Ça c'est le problème de forme. C'est ce que vous allez faire. Alors, sur le fonctionnement de l'école, j'ai vu ici, je suppose que vous avez trouvé ça, dans une école, on trouve un directeur adjoint, on trouve une secrétaire, une gestionnaire, donc ça vous avez imaginé. Vous avez imaginé parce qu'on n'avait pas regardé ces écoles-là, non, vous avez imaginé. Moi, les écoles qui pour la et puis, il y a une personne aussi. Bon, maintenant, vous parlez des enseignants. Bizarre, il n'y a pas d'enseignants, ça, dans ces écoles-là, il y a de l'administration. Et les enseignants sont où? Bonne spéculation là. Alors, à la page 10, vous voyez le tableau que vous avez mis là? Je n'ai pas compris. Vous dites récapitulatif des effectifs généraux. Établissement scolaire de Brazzaville. Établissement scolaire de Côte-d'Ivoire. Établissement scolaire des autres débats. Qu'est-ce qui se passe? Madame Kiwando, même si dans la catégorie d'activité Madame Kiwando, on vous dit parler de la scolarisation de la famille Kiwando. Scolarisation de la famille des enfants Kiwando. Vous vous dites, oh, mon voisin a 5 enfants. Le voisin qui est à l'extrême gauche là-bas a 10 enfants. Mais qui va donner le voisin? Bon, nous la circonscription Nord, Brazzaville, Nord. Pas les voisins, pas Brazzaville, donc vous êtes à votre femme. Donc vous avez voté quoi? Ce sont les effectifs qui nous sont de la statistique. Mais qui va donner de prendre les effectifs comme ça? Et c'est ça donc votre test. Vous avez fait ça. On a dit la circonscription de Brazzaville Nord. Vous avez fait ça. Quelle page? C'est la même chose avec le tableau qui vient là. Il porte sur quoi? Sur les établissements, sur les statistiques des établissements par cible.
Donc je vois ici, Machiavelli. D'accord, je dis, bon, finalement, ils ne connaissent pas le plus coupage. Machiavelli, c'est dans la ville nord. Deux les étoiles. Voilà pourquoi Jésus n'avait pas décrit la circonscription de la ville nord. Voilà pourquoi vous avez dit qu'elle va courir à Neumann. Alors, bon, ici c'est un problème de forme. Vous voyez, le paragraphe est trop. Non, il faut le préciser même entre les paragraphes. C'est un problème de forme. On doit aller plus vite, sinon le président risque de finir. Alors, à la page 22, je vois plus bien ici parce que c'est la page 22, il y a un tableau ici, tableau numéro 3, pour les conditions sociales, les cotisations sociales des travailleurs salariés. Ici, il y a votre commentaire. Après, je me suis dit, quand même, il y a des cotisations sociales au profit des enseignants qui sont la véritable cotisation sociale. Ah, mais non. Mais le commentaire n'est pas compris, surtout moi, ça l'a dit. Le deuxième chapitre, la page suivante aussi, la page de commentaire, c'est pas aussi. Bon, nous sommes donc dans la deuxième partie. J'ai écrit ici là, mais si les résultats sont présents. Oui. Vous dites présentation des résultats. Ces résultats ne sont pas présentés, mais au moins vous les interprétez. C'est formidable. Vous avez fait des imaginaires. Comment est-ce que vous pouvez interpréter quelque chose qu'on n'a pas présenté? Vous avez ce que vous avez interprété. Vous interprétez. Ça y est. Le type qui gère le résultat de l'approche caritative. Et puis, vous revenez sur la démarche méthodologique. Mais l'approche caritative, on est déjà dans la démarche méthodologique. Vous aurez dû d'abord commencer par expliquer la démarche méthodologique que vous avez adoptée pour obtenir ces résultats, ensuite présenter ces résultats, les analyser et les interpréter. Voilà. Alors, toujours à la page 25, un tableau sur les conditions de travail. Je vous ai déjà posé la question, il y a quel lien vous faites entre les conditions de travail et la protection sociale. Parce qu'il y a un tableau sur les conditions de travail. Et tous les tableaux qui viennent là ont des commentaires. Vous étiez fatigué? Je vais vous voir, vous êtes encore soumis. Vous n'avez pas encore des problèmes comme nous. Même si vous partez, vous avez plus de problèmes que nous. Le tableau qui est la question 8, le commentaire qui est là porte sur le tableau numéro 5. Comment je vous expliquer ça? Alors c'est le tableau numéro 8. Bien. En conclusion, je vais dire ce contrat est verbal. Hein? Voilà. Mais c'est ça le mot. C'est là qu'il faut interpréter l'inspection du travail parce que le code du travail fait au supérieur chaque établissement d'enseignement supérieur d'avoir un personnel permanent. Des enseignants permanents. Mais cela, c'est chaque année renouvelable par tacite de reconduction. Malheureusement. C'est renouvelable. Donc il faut faire l'obligation. Donc le président pour dire non. Nous, surtout que c'est l'école primaire, nous avons besoin que tout le personnel soit lié par un contrat de permanent. En ce moment-là, je pense que leur situation pourra être améliorée dans le sens de l'immatriculation pour la protection sociale. Parce que quelqu'un qui est là, il sait peut-être l'année prochaine il va changer. Je ne vois pas quel est ce promoteur qui va l'immatriculer. Et même si il est immatriculé,
Et puis il est là pour une année. Quel effet? Oui. Chaque année, il change, là-bas, il est là-bas, il est là-bas, ça n'a pas d'effet. Donc il fallait aussi regarder, ce n'est pas de votre faute, parce que vous avez seulement appris quelques notions de droit, donc vous n'avez pas eu cette amabilité d'aller dans ce sens-là. Donc je vous fais ça, je vous fais cette grâce de ne pas vous tenir de rigueur, parce que voilà, c'est des managers. Le manager applique le texte. Vous ne faites pas des choses, donc vous allez appliquer les textes. Au sortir d'ici, vous serez le manager. L'examinateur, je vous invite à nous apporter les éléments de réponse. Protection sociale. Nous trouvons qu'il y a un lien, parce que c'est dans le cadre de l'exécution parmi les conditions de travail, c'est pas un agent qui travaille dans les mauvaises conditions de travail et un accident de travail survenu qui cause un dommage, une perte ou une blessure, et c'est dans ce sens que lorsque le salarié est protégé par la CNSS, lorsqu'il y a quelque chose, la CNSS prendra en charge les dépenses liées à cet accident de travail. Pour un enseignant de l'école primaire qui a assis dans une salle de classe, vous pensez à quel genre d'accident? Il y a des cas de maladie. Donc il faut dire que les mauvaises conditions de travail peuvent entraîner des risques professionnels. C'est comme ils sont pas protégés, voilà, les risques professionnels, nous avons des exemples, des maladies, la maladie. Voilà, et comme ils ne sont pas protégés, ce moment-là, il y aura un impact sur leur santé. Voilà. Donc, on se met au que la maladie professionnelle. C'est tout de suite à la crise. Ouais, voilà, c'est tout. Moi, quand je vais le NES, je ne prends pas les clés. Elle arrive dans la maison des clés. Ça ne tient pas. La NES, je ne mange pas les clés. C'est quoi le clé là? Mesdames, les mots difficiles, messieurs, les mots difficiles, vous écrivez vous-même, tandis que vous oubliez. Je ne prends pas la clé. Qui est un travailleur salarié parce qu'il est 200 économies. Par contre, je veux dire, il n'y a pas de différence entre un salarié et un travailleur salarié parce que les deux sont rémunérés, ils sont récompensés par un salaire chaque jour. Il y a des travailleurs qui ne sont pas rémunérés. Les travailleurs, par contre, nous avons des travailleurs qui ne sont pas rémunérés, qui travaillent Parce que vous n'avez pas reconnu la définition du correction. Il y avait trois conditions. Et la troisième condition, je voulais vous aider à répondre à travailleur par exemple. Est-ce qu'on utilise les je n'ai pas dans le sens dans le second privé, ils sont là, c'est des salariés. Bon, c'est bon. Mais il faut que j'intervienne moi aussi. Bon, pour la page 9, en chiffre romain, on indice des abréviations aussi. Vous écrivez simple certificat de scolaire. Il y a un certificat d'activité scolaire. C'est pas Si l'école fait des études sur les enseignants de l'école primaire, c'est tellement c'est un V2, V3. C'est possible. Qui délivre? On délivre cette formule quoi? Un certificat d'études
préscolaire. Vous écrivez à l'avant-dernière ligne, la réforme de l'enseignement privé a entraîné des problèmes relatifs au non-respect des lois. La réforme de l'enseignement privé. Vous faites allusion à quoi? Cette réforme a eu lieu quand, comment? Est-ce qu'il y a eu une réforme de l'enseignement privé? Vous notez ça. Alors, je prends la page suivante, page 11. Vous écrivez, mesdames, la prolifération, il faut mettre des écoles, des écoles privées à Brazzaville soulève actuellement des préoccupations, notamment les conditions de protection sociale des enseignants face à des risques tels que la maternité, les maladies professionnelles et le décès. La maternité est un risque. Le décès également. Oui. Comment éviter ce risque multiple, le décès? La maternité est un risque. Ah non, c'est rien. Et puis, quand vous faites votre historique de l'enseignement privé, je crois que vous pouvez rester dans le cadre de l'indépendance. C'est en 1965. Sous l'époque du pouvoir de la jeunesse du mouvement national de la Révolution, on a supprimé l'enseignement privé dans ce pays. Sinon, l'enseignement privé a existé jusqu'à la nationalisation de l'enseignement. Quelque part plus tard, vous allez faire référence à l'acte de la Constitution nationale. C'est ça, l'État, il y a 1965, suppression de l'enseignement privé, et 1991, restauration de l'enseignement privé. Voilà les dates, les dates essentielles du concert de l'enseignement privé dans notre pays. Le ministère, l'inspection du travail, la CNSS, tout ce monde-là était capable d'assurer la protection des enseignants. Comment est-ce que vous allez faire un commentaire là-dessus. Moi, je regarde votre présentation. Là. Je dis présenter et soutenu publiquement. Qu'est-ce qui est présenté, qu'est-ce qui est soutenu? Publiquement, la taille. Qu'est-ce qui est présenté et soutenu publiquement? Publiquement, c'est bon, que ce soit un bon caractère, parce que ça, c'est une règle académique. Il ne faut jamais fermer la porte lors d'une soutenance. Une soutenance publique, la porte doit rester ouverte. Les gens peuvent entrer, sortir, la porte peut être ouverte. Si on ferme, ça veut dire que c'est pas la soutenance ne se fait jamais avec eux. Mais pourquoi présenter au soutenu, au féminin? C'est quoi? Non, c'est simple, la réponse est simple. La réponse est simple, c'est une copie. Vous voulez chercher ça.
déjà, de part et d'autre, chacun ne peut pas apprendre sa responsabilité. Et ça, c'est à Brazzaville. Ça, c'est dans la capitale. Ça, c'est dans la capitale. Parce que chacune des institutions ne peut pas prendre en compte vraiment ses responsabilités. Parce que lors de nos descentes sur le terrain, il y a d'autres enseignants qui ne voulaient pas vraiment nous donner des informations parce qu'ils se disaient qu'on était des agents de la SAFES. Ils se disaient qu'on allait détecter des fraudes. Non, le problème, c'est que, comme a dit mon collègue, il y a une pénurie, donc là, le chômage règne ici dans notre pays. On peut-être qu'on préserve les limites que l'on peut avoir à se mettre entre les dents. Et puis, il y a des enseignants qui, parfois, ne sont dans les écoles privées qu'en attendant qu'ils soient recrutés dans la fonction publique. Ça aussi. Non, les normes de l'école. C'est-à-dire, on donne ça, Dans l'agrément, c'est pas des normes. Donc ça veut dire que la plupart des écoles ont des agréments. Est-ce qu'on tient compte des normes ou pas? Parce que pour avoir un agrément, on tient compte des normes. En plus, exemple, Vous avez posé la question sur les agréments aux promoteurs. Ils ont les agréments. Ils ont tous des agréments donnés par le MEPSA. donc, si vous avez interrogé le MEPSA, je pense que vous devrez trouver des réponses à Madame Michel Mongali-Théando, Madame Ruth Christina Soubinga, vous avez présenté à l'École supérieure de gestion et d'administration des entreprises un mémoire intitulé La protection sociale des enseignants de cycle primaire des écoles privées de la circonscription de Brazza-Nord en vue de l'obtention du master professionnel, du diplôme du master professionnel. Alors, le jury a lu votre travail. Le jury a entendu la présentation que vous en avez faite. Le jury a entendu les réponses que vous avez apportées aux questions qui vous ont été posées. Et après délibération, le jury vous décerne, c'est les mêmes points aux deux membres du binôme. Le point suivant. Fiche de suivi 2 sur 3. Présentation en binôme 2 sur 2. Forme du mémoire 1 sur 2. Exposé 2,5 sur 3. Fond ou contenu du mémoire 4,5 sur 6. Réponse aux questions 3 sur 4, soit un total de 15 sur 20. Mention bien. Avec nos félicitations. Félicitations, madame. Félicitations. Ça va? Photo
remercier particulièrement. Nous tenions Nous tenons à remercier toutes les personnes présentes dans la salle pour nous soutenir. Et moi particulièrement, je remercie mes parents de m'avoir soutenu jusqu'à arriver jusque-là. Merci infiniment pour dire merci. Invité à partager au grand rencontre un petit apéritif